nous allons passer à la conférence. Mais qui est M. Wesh? C'est à cette question-là que je m'apprête à répondre avant de lui donner la parole. Mérès Wesh est né à Beaumont, c'est dans le département de la Grand'Anse, en Haïti. Et il est un journaliste de carrière qui a écrit pour différents journaux quotidiens en Haïti. Il a été rédacteur en chef du journal L'Union. Il a collaboré dans les pages culturelles du Nouvelliste, du journal Le Matin. Donc, c'est un journaliste de carrière. Il a commencé à écrire, en fait, depuis l'âge de 14 ans et a même fondé un journal, c'est l'Héliotrope à Jérémie. Il a continué ses collaborations arrivées à Montréal avec d'autres publications. Et puis, il est l'auteur de 3 romans. C'est L'Onction de Saint-Phac, Le plus long jour de chasteté, sorti en 2004. L'Onction de Saint-Phac est sorti depuis 1980. Et puis, il a aussi écrit Le songe de nuit de carnage qui est sorti en 2011. Donc, l'ouvrage qu'il nous présente aujourd'hui, c'est son dernier qui est sorti au mois de janvier 2014. Donc, nous sommes heureux et je suis heureux pour vous de l'avoir déjà au mois de mars ici. C'est Alexandre Dumas, Monsieur le Général, et qui est sorti chez Société des écrivains. Donc, il va nous faire la conférence, bien sûr. Alors, Alexandre Dumas, Monsieur le Général, c'est une sorte de biographie romancée sur la vie de ce grand général français. On oublie souvent aussi qu'il est haïtien, Saint-Domingois et grand Danselet. Donc, c'est sur cette partie qu'il va revenir aujourd'hui et qu'il va insister. Il va nous parler de ses origines, des différentes alliances familiales que Alexandre Dumas a eu dans le monde, ses alliances aussi avec d'autres familles haïtiennes de l'écriture, et puis de son apport aussi au monde littéraire. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à M. Wesh pour sa conférence sur le général Dumas. Merci Hugo pour cette belle présentation. Et je remercie aussi l'assistance d'être venu quand même, je dis un si grand nombre. Et mes propos ce soir sur le général Alexandre Dumas vont se concentrer surtout sur son origine, de manière à tirer des cendres de l'oubli sa mère, l'esclave noire de la colonie de Saint-Domingue, Marie Cécette Dumas, que certains auteurs appellent aussi Louise Cécette Dumas. Je pense que c'est son petit-fils dans ses mémoires qui a sorti ce prénom, mais généralement on la connaît sous le nom de Marie Cécette Dumas. Je ne m'attarderai pas sur les exploits du général Dumas. Ce sont des faits suffisamment élaborés par beaucoup d'auteurs de renommée internationale depuis environ 3 siècles. Donc, si les questions viennent dans ce sens-là, bon, j'aurai quand même l'occasion d'y répondre. Je me donnerai donc pour objectif de vous entretenir sur les souches familiales du général Dumas. L'histoire connue des Dumas est construite à travers le temps comme un système de superstructure sans infrastructure, c'est-à-dire un échafaudage sans base réelle. On oublie souvent que la mère du général, c'était une esclave de Saint-Domingue, et tous les Dumas du monde viennent de cet esclave noir de Saint-Domingue, parce que ce nom n'existait pas avant. Et nous allons voir ça. Ce qu'il importe de retenir, c'est qu'avant la colonie de Saint-Domingue, le patronyme Dumas n'existait nulle part sur la planète, pour la simple et bonne raison qu'il dériverait du vocable africain Mas, M-A-S, appartenant à la culture fond du Dahomey,
terme signifiant ferme isolée. Un terme qui deviendra provençal en France, prenant le sens de maison de campagne. En effet, selon deux spécialistes haïtiens des cultures négro-africaines, je veux citer l'ethnologue Jean Coulange et feu l'adepte du vaudou Dani Danache de la Soukri, que j'avais interviewé à la télévision nationale il y a une vingtaine d'années. Les recherches qu'ils avaient effectuées dans plusieurs contrées du continent noir leur permettaient d'établir une différence entre la langue Kwa que le peuple fon du sud du Bénin parlait et la langue bantou du Gabon parlée par le peuple Fan. Ils avaient longuement élaboré sur deux termes issus respectivement de ces deux langues. Le terme masse de la langue Fon signifiant ferme isolée et le terme doma, D-U accent circonflexe, M-A, signifiant dignité en langue bantou. La plupart des auteurs qui ont écrit sur les Dumas, je peux citer Kalis Beyala du Cameroun, dont le livre Les derniers honneurs a reçu le prix de l'Académie française en 1999. Claude Ribes, d'origine martiniquaise, qui mène une lutte acharnée, Jean-Guy Sessa, et en France pour que le général Dumas rentre au Panthéon national français. Catherine Delors et Tom Race, d'origine américaine, sans oublier Ernst d'Autrive de la France, pour ne citer que cela, tous ou presque tous donnent au Dumas des origines africaines différentes. Pour Kalis Beyala, par exemple, c'est cette Dumas, la mère du général et la grand-mère des deux écrivains, Dumas père et Dumas fils, serait du Gabon, ce qui donnerait au nom Dumas toute une autre origine. L'histoire en général retient que les personnes capturées en Afrique pour être vendues comme esclaves dans le commerce triangulaire étaient considérées comme des sans-noms, sans ethnie précisée. Les trois sœurs, Cécette, Rosette et Élisabeth, qui eurent très certainement d'autres noms d'ethnie, furent appelées les filles du Mas, les filles qui ont été capturées dans la ferme isolée. Il faut dire qu'elles ont été tout de même chanceuses de n'avoir pas été séparées les unes des autres, car elles auraient pu être dispersées sans jamais se revoir. Il ne fallait pas que les esclaves soient ensemble à parler une même langue. Le premier maître de ces sept avait pour nom M. de Maubiel, de qui, dit-on, elle aurait sa première fille, Marie-Rose, bien que d'autres disent que cette fille, elle l'a eue d'un autre esclave noir de Saint-Domingue. Acheté par le colon Antoine David La Pailletrie, celui-ci lui donnera 3 enfants. Thomas Alexandre, le futur général Dumas, Adelphe et Jeannette. Sa plus jeune sœur, Élisabeth, épousera Jean-Valentin Vaté, venu de Jumiègue en Normandie, et donnera naissance à Pompée Valentin Vaté, auteur de plusieurs ouvrages, dont Essais sur les causes de la Révolution et des guerres civiles d'Haïti. Donc les 3 sœurs, Élisabeth, Rosette et Cécette, ont toutes 3 épousé des Français. Alors je dis épouser entre guillemets, parce que d'après le code noir, bon, il fallait d'abord affranchir l'esclave avant de l'épouser. Il y a beaucoup de données là-dessus, et contradictoires. Mais de toute façon, il y a eu des enfants qui sont nés de ces liaisons-là. Sa sœur cadette, Rosette, sera conquise par François Brière, originaire de Saint-André de Clarbec, dans la région de Basse-Normandie. C'est lui l'aïeul du poète Jean Brière, fils de Fernand Brière et d'Henriette Thérouillère. Outre l'affirmation de l'origine dahoméenne des 3 filles Dumas par le professeur Jean Coulange et l'adepte du vaudou Dani Danache, mentionné précédemment, leur origine dahoméenne sera confirmée par 2 autres sources. Il s'agit d'une part de l'éditeur haïtien de renom, M. Dieudonné Fardin, qui, dans la réédition de Province ou les horizons essentiels de Jean Brière,
publié en 1935, mais réédité en 2009, dont j'ai eu l'honneur de faire la présentation pour Fardin. Il a écrit ceci. Jean Brière descend d'un colon français, François Brière, qui avait acheté aux enchères à Saint-Domingue une négresse dahoméenne prénommée Rosette, sœur cadette de Marie-Cécile Dumas, qui donna le jour à Alexandre David La Pailletrie, dit général Dumas, né à Saint-Domingue, aujourd'hui à Haïti, en 1764. L'autre confirmation de l'origine dahoméenne des sœurs Dumas est donnée par Maud Brière, vivant actuellement à La Boule, commune de Pétionville, Haïti. Elle m'a personnellement dit ceci: je suis une descendante de Rosette Dumas. Quelques années auparavant, elle en avait fait l'aveu à Las Palmas, Grande Canaria, au cours d'une conversation avec une personnalité publique répondant au nom d'Henri Marcel. Elle avait fait allusion aux deux autres sœurs de son aïeul, en l'occurrence Marie-Cécile et Elisabeth. Et d'après les recherches, beaucoup de filles Dumas en Europe, pas seulement en France, mais dans d'autres pays d'Europe, portent le nom d'Elisabeth. Ça veut dire qu'il y a aussi Louise, qui est très répandue dans les familles Dumas en Europe, mais qui n'ont rien à voir avec la négresse que j'ai peinte ici, qui s'appelle Cécile, qui venait du Mas, d'un ferme isolé. Donc le nom Dumas, que porte fièrement certaines personnes en Europe et même en Amérique, eh bien, vient du Mas, d'une ferme isolée du Dahomey. Le poète Jean Brière, quant à lui, n'avait jamais cessé de dire qu'il est le petit cousin de Germain Pompée-Valentin et du général Dumas. Dans une lettre au président français François Mitterrand, dont un extrait a été publié par Dieudonné Fardin dans la réédition de son roman Province, Jean Brière a clairement justifié dans un poème ses liens de sang avec les Dumas. Écoutez ce qu'il eut à dire à François Mitterrand. Je vous salue, monsieur, d'un cœur rebelle et éternel. Mon nom de consonance française fut nationalisé il y a des siècles dans le sang et les larmes, car étampé sur la poitrine de mon aïeul, dans le sud de l'île de Saint-Domingue, si je signe aujourd'hui du nom de l'ancien maître, c'est que sentant encore la brûlure du fer sur ma poitrine, je sais que les temps abjects s'est converti en héritage de douleur dans la liberté conquise sans l'aide de personne. Ce texte est extrait de Une sculpture de proue, un texte de Jean Brière, reproduit par Dieudonné Fardin. Selon les précisions apportées par le site web mesaeux.com, l'aïeul des Brières serait curieusement un certain Jean Brière aussi, fils de Charles Brière et de Marie Lepec, né en France à Saint-André de Clarbec, Basse-Normandie, vers 1642. Au cours de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a eu un chassé-croisé dans l'histoire des Dumas et des Brières. Les Brières ont davantage fertilisé en Haïti que les Dumas, pour la simple bonne raison que les Dumas furent uniquement des filles, dont les enfants héritèrent tous du nom de leur père. Ceci dit, si Thomas Alexandre David La Pailletrie ne s'était pas brouillé avec son père pour adopter le nom de sa mère, Cécile Dumas, il n'y aurait pas eu d'écrivain portant ce nom en France. Ils seraient tous des La Pailletrie, les célèbres auteurs des Trois Mousquetaires, du Comte de Monte Cristo, de la Dame aux Camélias, de la Reine Margot, pour ne citer que ces grands titres qui ont fait fortune jusqu'à Hollywood en Amérique du Nord. Quand je dis que ces noms-là font fortune en Amérique du Nord, et il y a des références, par exemple Tom Rice, un auteur qui a sorti un livre sur Dumas, Dumas le Conte Noir, Gloire, Révolution, Trahison, l'histoire du vrai comte de Monte Cristo, qui a eu le prix Pulitzer et Penn en 2013, eh bien, lui, c'est un Américain. Et à Hollywood, on se sert de toutes les œuvres de Dumas pour faire des films de cap et d'épée, pour faire toutes sortes d'histoires. Comme le film de Douglas Fairmont, qui fit appel à
qui s'appelait The Iron Mask, l'homme au masque de fer, aux États-Unis, eh bien, toutes les œuvres de Dumas sont exploitées aux États-Unis, à Hollywood. Et il y a Dominique Fernandez, qui est un membre de l'Académie française, et d'Aguilar, Serge d'Aguilar, qui ont été en Haïti en 2002, qui avait fait une conférence au musée d'art haïtien du Collège Saint-Pierre, qui avait dévoilé ça. Et d'Aguilar avait dit, si Dumas vivait aujourd'hui, il ne serait pas en France, mais il serait à Hollywood, logé dans et il y aurait de belles femmes à côté de lui, en train de le charmer, parce que ses œuvres font fortune à Hollywood. Quand l'écrivain Anatole France, membre de l'Académie française, fit valoir son point de vue que le général Dumas entra au Panthéon français, où sont habités les tombeaux des grands hommes de la France, il ne prenait pas parti seulement pour un valeureux soldat devenu général, qui risqua 60 fois sa vie pour la France dans des guerres révolutionnaires et de prestige international, mais il voulut aussi faire ressortir la grandeur d'âme d'un homme qui préféra être roturier que noble, en rejetant le nom de son père, un marquis de France, pour adopter celui de sa mère, une négresse de la colonie de Saint-Domingue. Et pour marquer son refus d'aller combattre ses frères en colonie, à la demande de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, lors de l'expédition de 1802, lui avait demandé d'accompagner Leclerc. Et en Vendée, ça s'est arrivé en Vendée, il avait cassé son sabre au lieu d'aller lutter et en Haïti contre ses frères. Et il y a des gens qui disent du mal du général Dumas. Il dit qu'il n'a jamais été en Haïti, mais il portait Haïti vraiment dans son cœur. Parce que ce valeureux soldat qui n'a pas perdu de bataille, la guerre austro-russe, la campagne d'Égypte, la guerre de Mantoue, la guerre d'Italie, tout ça, eh bien, s'il a été en Haïti, croisé le fer avec ses frères de sang, peut-être qu'on n'aurait pas été indépendant. Peut-être qu'on aurait perdu la bataille de Vertières. Et pour marquer son refus d'aller combattre ses frères en colonie, à la demande de Napoléon Bonaparte, au cours de l'expédition de 1802, faute de 23 000 hommes dirigés par Leclerc, il brisa son sabre en Vendée, après une confrontation réussie aux dépens d'une offensive ennemie. Le premier consul ne lui pardonnera jamais cette effronterie. Ce haut fait d'humanité et de sentiment d'appartenance est confirmé par de nombreux historiens, dont Tom Meurice et Catherine Delors, que j'ai cité précédemment. Le plus grand des Dumas, écrivit l'académicien Anatole France, c'est le fils de la négresse, qui risqua 60 fois sa vie pour la France et qui est mort pauvre. Et c'est cette question que j'ai posée à Daniel Laferrière dans ma lettre ouverte à Daniel Laferrière. Je lui ai dit que j'aimerais que vous poursuiviez l'œuvre entreprise par Anatole France, qui eut le courage de demander que le général Dumas entre au Panthéon. 2 présidents français ont refusé, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Maintenant, il ne reste que, comment il s'appelle, François Hollande. J'ai demandé à Daniel Laferrière d'aller voir François Hollande. Comment expliquez-vous, mesdames, messieurs, cette pauvreté relatée par Anatole France qui dit « il est mort pauvre ». Je reviendrai là-dessus bientôt car je dois épuiser la question du chassé-croisé entre les noms de famille Dumas et Brière dont j'ai parlé tantôt. En effet, grâce à l'amour maternel dont a fait preuve Thomas Alexandre, la littérature française est dotée de 2 grands écrivains qui portent le nom d'Alexandre Dumas. Le grand Victor Hugo, dans une lettre adressée à l'écrivain Alexandre Dumas père en 1872, document conservé au musée Alexandre Dumas de Villers-Cotterêts, s'exprima ainsi. Aucune popularité en ce siècle n'a dépassé celle d'Alexandre Dumas. Ses succès sont mieux que des succès, ce sont des triomphes. Ils ont l'éclat de la fanfare. Le nom d'Alexandre Dumas est plus que français, il est européen. Il est plus qu'européen, il est universel. Alors cette référence, je l'ai eue dans un dépliant
publié par l'Association des Trois Dumas et pour la sauvegarde du vieux Villers en mars 2012, parce qu'il y avait une délégation qui était venue de Villers-Cotterêts à Jérémie. Et je faisais partie de cette délégation-là pour aller sur les lieux où le général Dumas a pris naissance à la Guinaudée. On a eu les pieds mouillés dans un bassin qu'on appelle Nanduma. Et c'est là qu'on avait fait une petite conférence autour de la rivière. Et il y avait 4 personnalités de Villers-Cotterêts qui étaient là. Ce jour-là, c'était le 26 mars 2012. Et c'est à ce moment-là que j'avais dévoilé une image d'Alexandre Dumas et la peinture chevaline d'Alexandre Dumas. S'agissant du petit cousin, je vais parler de Brière. Son nom d'origine française remonte à un premier Jean Brière. Il continue de se reproduire en Haïti. Le arrière-arrière-grand-mère eut pour nom Jeanne Grandin, fille de Jeanne Rouneau. Ce Jean Brière du XVIe siècle exerça à Paris les métiers de domestique, de boulanger et de cultivateur. Par une approche plutôt spirituelle, je me suis dit, si le boulanger Jean Brière du XVIIe siècle pétrissait de la pâte pour la nourriture du corps, le poète Jean Brière d'Haïti avait davantage de pain sur la planche, car par le moyen de la poésie, il nourrissait non seulement l'âme haïtienne, mais il fit œuvre de nationalisme, et c'est ce qui porta Jacques-Stéphane Alexis à s'exprimer ainsi sur lui. Et je cite, « Jean Brière a droit à notre gratitude et sa conduite au cours du mouvement anti-impérialiste de 1921-1930, sa lutte contre l'occupation, son amitié pour Jacques Roumain et sa noble conduite sont des faits rares. Jean Brière n'est pas seulement un grand poète, mais un homme. » Ça veut dire que j'ai fait allusion à Brière, V.S. Dumas, par rapport à Dumas, parce que tout ce génie de ces deux patronymes ont la même source. Tous ces deux patronymes ont la même source, c'est cette Dumas. En effet, le général Alexandre Dumas, qui décéda à Villers-Cotterêts à l'âge de 43 ans de cancer de l'estomac, par suite de son empoisonnement dans une prison d'Italie, a effectivement sacrifié sa vie pour la France en s'illustrant dans des guerres qui ont fait de ce pays d'Europe ce qu'il est aujourd'hui. La guerre de la première coalition, ainsi de suite. Au Caire, en Égypte, il prit cette distance avec Napoléon. Et c'est là qu'on va voir qu'il y a eu écart entre Napoléon et Dumas. Et c'est pour cela qu'il l'a laissé mourir dans la pauvreté. Au Caire, en Égypte, il prit cette distance avec Napoléon pour n'avoir pas partagé son attitude vis-à-vis des soldats. Il faut dire qu'il refusa de faire des crimes de guerre. C'est ce qui justifie le fait qu'il brisa son arme en Vendée. Ainsi, Dumas, vous faites deux parts de votre esprit, lui dit Napoléon. Vous mettez la France d'un côté et moi de l'autre. Vous croyez que je sépare mes intérêts des siens, ma fortune de la sienne? Je crois, reprit Dumas, que les intérêts de la France doivent passer avant ceux d'un homme, si grand que soit cet homme. Je crois que la fortune d'une nation ne doit pas être soumise à celle d'un individu. Ainsi, rétorqua Napoléon, vous êtes prêt à vous séparer de moi? Oui, répondit Dumas, dès que je croirai que vous ne vous séparez de la France. Vous avez tort, dit froidement Bonaparte. Et Dumas lui répond, c'est possible, mais je n'admets pas les dictatures, pas plus celle de Sylla que celle de César. C'est cet homme-là qui fut appelé Monsieur de l'Humanité, à cause bien sûr de son humanisme, et que Napoléon lui-même appela Horatius Proclès pour son intrépidité, en référence à ce légendaire héros romain qui défendit seul l'entrée du pont Sublicius à Rome contre l'armée du roi Étrusque Porcédan. C'est ce valeureux général français qui fut mis à la retraite par Napoléon Bonaparte et réformé au moment de l'épuration de l'armée française des éléments nègres qu'elle contenait. Le général Dumas n'eut pas droit
aux 28 500 francs d'arriéré de sol pour les années de captivité en Italie, ni de sa part de 500 000 francs d'indemnité que le gouvernement napolitain avait versé en faveur des prisonniers retenus. Quand mourut le général Dumas, le futur écrivain Dumas père, son fils aîné, n'avait que 4 ans. Sa mère, Marie-Louise Labouret, la veuve du général, son père n'avait eu droit à aucun secours, comme c'était le cas pour d'autres femmes d'anciens combattants. À un ami de Dumas, qui intervint en sa faveur auprès de Napoléon, ce dernier eut à lui dire « Je vous défends de me parler de cet homme-là ». Ainsi, le nom du général Dumas ne sera pas cité dans le mémorial de Sainte-Hélène et restera ignoré de la grande majorité des historiens français. Mesdames, Messieurs, c'est de ce titan d'origine haïtienne qu'il s'agit dans ce livre que je vous demande d'acquérir ce soir, tout en supportant l'édification du musée Alexandre Dumas de Jérémie. Nous allons fonder à Jérémie le musée Alexandre Dumas. Et déjà, nous sommes en contact avec le musée Alexandre Dumas de Villers-Cotterêts, qui nous a promis portraits, nominations, édits, toutes sortes de souvenirs relatifs au toit Dumas. Pour finir, je vous rappelle encore une fois la demande que j'ai faite à Daniel Laferrière, le nouvel immortel de l'Académie française, de poursuivre l'œuvre d'Anatole France et d'obtenir de l'actuel président français qu'Alexandre Dumas entre au Panthéon. Merci. Alors, merci Mires pour cette belle conférence sur Alexandre Dumas. Et je vous rappelle qu'il y a une exposition thématique sur le général Dumas, juste derrière nous là, que vous pourrez visiter après l'activité. Et avant de prendre deux questions, il y a deux autres volets. Oui. Et nationalité. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas que Dumas est haïtien. Moi, je dis que Dumas a un sentiment d'appartenance. Et ça m'admire la Cali, c'est que le Tégué doit, comme si, prendre pose noble, puisque son père était un noble français. Il bouillait avec papa, parce que papa t'a le marié avec une bonne, qui était le mari retour. Il dit, papa, tant que maman n'a pas mouru, ou pas qu'à marier avec mari retour. Il a bouillé, et puis il s'est dit, désormais, je m'appelle Alexandre Dumas. Ça veut dire que moi, que sentiment ça caille, monsieur, je ne pas faire procès et des tensions comme si pour me dire que tu es haïtien ou pas, mais il y a un peu de monde qui est haïtien qui n'est pas haïtien en homme. Et je me sens que lui-même, il est haïtien en homme. Parce que dans le point pays d'Haïti arrivé là, il y a un peu de monde qui porte non haïtien. Mais si, par exemple, les mulattes d'Haïti, je ne sais pas quoi il y a une, je dis, qui est galé Dumas. Dans position ça, qui reconnaît que, parce que moi-même je vis Jérémie, j'ai vécu à Jérémie, dans une ville où il y avait l'apartheid. Et beaucoup de mulattes cachaient leur arrière-grand-mère dans l'arrière-cour pour ne pas se dire descendant d'une négresse. Mais Dumas, arrivé en France, il aurait pu, étant fils d'un noble, il aurait pu entrer à l'Académie française à Brienne ou à Paris, mais il avait décidé de s'enrôler dans le régiment à Verdun de la Reine, justement comme roturier. Et les papas le demandaient, mais au décidé de ternir réputation et famille là, pour qu'il ça fait que ou pas rentrer dans l'académie militaire, ou pas le porter non au roturier, il dit non, c'est pas même un roturier, je porte le nom d'une esclave. Donc soit haïtien non. Est-ce que c'est ça encore, c'est pas haïtien non? Oui. Est-ce que c'est l'haïtien qui te le revendiqué, ou bien c'est appartenance à origine et maman qui était esclave? Parce que l'haïtien n'existait pas encore. Non, effectivement, on est d'accord jusqu'à présent. C'est pas extrapolation. Peut-être que l'Haïti
Haïti, la terre s'appelait Haïti. Et tout Haïti qui est à Ogoyo, et tout, nous étions toujours des Haïtiens. Et c'est ça que Dessalines a choisi non ça. Il était francisé, mais il était toujours des Haïtiens. Alors, on va prendre... Question n'a pas pertinent encore. Il va pertinent encore, vous répondez. Monsieur Mérès, malheureusement, moi, beaucoup lié livre là, mais en lecture en diagonale, permettre de trouver Plume Mérès. Plume que je remets, on peut apprécier un peu. Même mon petit problème, c'est une biographie, c'est ça? C'est une biographie. Bon, et avec des passages romancés. Avec des passages romancés. Parce que l'éditeur, là, c'est en 4e de couverture. Justement, c'est une œuvre hybride. Non, vous, c'est un bail que tu dois chercher. Tu dois chercher, découvrir l'écrivain Mérès, mais à travers son œuvre. Et puis, quand Mérès écrit, on dirait son monde qui pas respecter ça que les structures textuelles comme telles. Je vais dire ça, c'est pas des... Déconstruction. Voilà. Et une biographie romancée, moi-même personnellement, je connais ma petit problème avec ça, parce que moi, une biographie ne saurait être romancée. Bon, la question m'a été posée par... La privée. Parce que dans le songe d'une nuit de carnage, je vous rappelle, nous avons eu une grosse discussion comme ça, parce que là, ça c'était moi qui ai une chance de présenter. C'était parce qu'un roman pour moi-même, dans la tête, c'est un côté fiction, un côté réalité là. Okay? Donc, on n'a pas de biographie pour moi, côté réalité à seul. Qui peut-être, ben, quand moi je parle avec Mérès, c'est un monde qui a un style qui part. Ok, Mérès, quand il écrit, il y a une biographie romancée ou bien un roman biographique, c'est toujours un problème avec ça. Maintenant, je vais expliquer un petit peu. Il faut que ça soit une biographie, il faut que ça c'est pas un roman de référence, mais avec Dumas comme principal et comme héros, comme personnage principal. Démarche de prime abord, c'était pour éclaircir une série de questions qui viennent dans la bouche Mano d'ailleurs. Et ça veut dire que forme non seulement on est à la source, à chercher une série de vérités évidentes pour nous faire sortir. Et ça fait que l'homme parle avec les gens qui au préfacial son martiniquaise que je ne sais même connaître. Et il était référé. Et puis son historien. Extraordinaire, oui. Il posait une question, il posait plusieurs questions avant de faire préface. Il dit, monsieur, je pensais que l'histoire est capable de marcher de pair avec fiction. Moi, je dis que son nécessité pour moi, parce que c'est le romancier avant tout qui veut faire l'histoire. Ce qui veut dire que il y a une distance, c'est sûr, entre roman et histoire, mais son nécessité pour moi et faire éclaircissement sous Dumas en tant que me prêter plus historien pour me faire, mais le romancier reste là. Oui, mais à vous entendre parler de Dumas, moi, personnellement, je viens d'apprendre, je connais Dumas à travers votre conférence. Okay? À vous entendre parler de Dumas, pour moi, Dumas il est vivant, il est réel, il est vrai. Okay? Mais j'ai un problème avec le livre maintenant, parce que c'est romantique. Est-ce que vous comprenez? Bon, j'ai voulu écrire une œuvre hybride, comme l'a dit l'éditeur d'ailleurs. Définitivement, on va parler du type mérécien ou bien ouéchien. Sérieusement, parce que c'est... Mais c'est bien, c'est très bien, parce qu'il faut quand même déconstruire, comme vous l'avez dit. Oui, moi j'ai voulu faire quelque chose de nouveau, pour donner naissance à... C'est une aventure. Je me suis lancé là-dedans, mais avec un but bien précis de désengorger l'histoire et de faire en sorte que Alexandre Dumas paraisse d'une autre manière.
C'est-à-dire que faire ressortir cet haïtien non haïtianisé, mais cet haïtien de l'âme. Cet haïtien... Excusez-moi, est-ce qu'il reste de la famille directe de Dumas, des Dumas, des gens qui peuvent juridiquement prouver qu'ils sont dans la lignée En France. En France, oui, bien sûr, ou ailleurs, mais je veux dire des petits-fils, des Bon, je sais qu'en Europe... Oui. Ernest d'Hauterive était marié avec la... Ernest d'Hauterive était marié avec une fille de Dumas fils. Donc là, il y avait des enfants, manifestement. Alors, comme je l'avais dit tantôt, étant donné que les Dumas étaient des filles, donc elles n'ont pas fertilisé en Haïti comme tel. Et il n'y a presque pas de Dumas en Haïti. Les Dumas ont beaucoup plus fertilisé à l'extérieur. Tandis que le chassé-croisé dont j'ai parlé tantôt, drôlement, les bruyères ont fertilisé en Haïti. Donc, et les bruyères sont là encore. Sont là encore. Mais donc, leur arrière-grand-mère, leur aïeul, c'était Rosette, la sœur de Cécile. Oui, c'est parce que vous avez en introduction parlé de l'exploitation de l'œuvre de Dumas à Hollywood. Aux États-Unis, à Hollywood. Et ça m'a amené à penser immédiatement à tout l'univers de Disney, oui, sur lequel je flirte un petit peu en ce moment. Et effectivement, quand on regarde avec cette lunette-là, l'œuvre de Dumas a exactement une parenté, parce que l'œuvre de Disney a des personnages qui sont éternels, qu'on ne peut pas toucher d'ailleurs, Bugs Bunny, etc. Et c'est exactement l'œuvre de Dumas à ces personnages, sauf qu'ils ne sont pas protégés. Et voilà. Et ils sont exploités. Et depuis tout à l'heure, je me disais, mais comment un brillant avocat pourrait protéger les trois mousquetaires, reverser l'argent à la famille, oui, à Jérémy, au musée. Et je suis là à carburer, moi je ne connais pas de brillant avocat. Et c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'il y a un membre de la famille qui pourrait monter avec le drapeau, qu'on aille à la cour, à la haie? Mais les droits d'auteur sont de 70 ans en France. Ils sont de 70 ans. Ils sont tombés. Mais c'est ça que je me dis. Alors, Disney est mort. Il est mort. Il est mort depuis plus de 70 ans. Non. Son œuvre est protégée. Il est mort il n'y a pas longtemps. Il est mort dans les années 60. Et il faudrait parler à un avocat, parce que son œuvre est protégée. Et vous avez raison, parce qu'actuellement, au moment où on parle de ça, il y a même une série qui passe actuellement sur la chaîne BBC aux États-Unis de Muscatine. Et je me disais, en admettant, et c'est sûr, que j'ai tort et que ça mène nulle part, juste le fait de faire du bruit et d'essayer, ça fait tellement de bruit aux États-Unis. Juste le fait que de dire que Haïti mène une campagne pour récupérer les droits sûrs, ça va amener de l'argent dans les coffres. Oui. Parce que et ça va payer le musée. Oui. Hugo est un relationniste. Il le sait. Il faudrait peut-être entendre ça. Il va le faire. Il faudrait le faire. Oui. C'est une belle Ça fait mal au cœur. Mano, tu as fini? Alors moi j'ai une petite question par rapport à cette question de Dumas par-ci et Dumas par-là. Et nous avons des Dumas en Haïti. Est-ce qu'il n'y aurait pas de parenté entre ces Dumas-là et... Bon, je ne voudrais pas venir sur ça, parce qu'il y a un Dumas très connu en Haïti qui a été même ministre de la Culture, dont j'ai parlé dans mon livre, mais qui n'assume pas son origine dumasienne parce qu'il a été adopté par une personne de Pétionville. Et donc, qui n'a jamais assumé ça. Et moi, je sais que sa mère est d'origine jérémienne.
Mais lui, il n'a jamais assumé ça, parce que il a été adopté très jeune, et maintenant, il s'assimile aux gens de Pétionville, et il n'a aucune fierté en ce sens-là. Donc, moi, je le plains et je l'ai dit ici. J'ai même cité son nom. Donc, son nom de famille viendrait de sa famille adoptive ou bien de... Non, il s'appelle Dumas, mais il est un peu désaligné. Ça veut dire que comme un Dumas en l'air comme ça, là, qui n'a pas de souche, mais je trouve ça vraiment aberrant. C'est pas le Dumas journaliste? Oui, le Dumas journaliste. Pierre-Raymond Dumas. Et toi, est-ce que tu as une théorie sur sa filiation? Bon, c'est parce que j'ai eu une liaison avec une fille qui habitait juste à côté de la dame qui avait adopté Dumas. Et puis toute l'histoire m'a été racontée. Oui. Et une autre question. Juste avant, monsieur ici avait une question. Oui, ce que je voulais dire, c'est dans la perspective de réhabilitation de Dumas, ou par exemple, tu envisages un musée. Okay? Est-ce que on envisage aussi de sensibiliser davantage le milieu, par exemple, de l'éducation en Haïti, je ne sais pas, les historiens en Haïti, peut-être même est-ce qu'une telle conférence ne serait pas appropriée en Haïti pour pouvoir... Bon, et présentement, je suis en contact avec l'Alliance française de Jérémie et la mairie de Jérémie. Et hier encore, je parlais aux responsables culturels de la mairie, puisqu'il y a je ne dis pas une tentative, mais déjà ils sont très loin dans ça, c'est une affaire de jumelage Jérémie-Villers-Cotterêts en France. Et je dois vous dire que déjà ce livre apparaît sur le blog du musée Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts. Et si vous allez sur Google, vous faites musée Alexandre Dumas, Mérès-Ouest, vous allez voir apparaître ce livre. Donc déjà ils sont entrés à Jérémie de prévoir cette conférence dans les alliances françaises à Jacmel, au Cap et un peu partout. Et c'est ce qui se dessine ces jours-ci à Jérémie. Parce qu'hier encore, j'étais en contact avec Jérémie. Donc je pense que... D'ailleurs, le 22 janvier, j'ai été en Haïti. Je suis retourné ici le 5 février, mais j'ai été à Jérémie. Et j'ai été apporté de la paperasse. J'ai rencontré toutes les écoles de Jérémie. Et ils m'attendent maintenant pour une conférence. Donc je pense qu'il y a du travail qui va se faire. Et le musée Villers-Cotterêts m'a offert de m'envoyer tous les documents dont nous avons besoin pour faire ce musée. Donc je leur ai demandé des costumes, tout ce qui appartenait au Dumas. Et les nominations, des documents, des livres aussi. Donc, par exemple, pour une bibliothèque à Jérémie, il faut qu'il y ait quand même beaucoup de livres de Dumas, tout ça. Donc, ça, c'est amorcé. D'accord. Une autre question concernant ce C7 Dumas. Est-ce qu'elle a été affranchie? Sinon, si elle n'a pas été affranchie, comment a-t-elle pu donner son nom à son fils? Et s'il était affranchi, s'il n'est pas affranchi, et comment se fait-il que non, parce que l'on pas affranchi, ou continue à porter non, maître ou habitation pour t'arrêter. Qui en se fait-il que son nom, il continue à... C'est rare les familles haïtiennes qui sont capables de remonter facilement à son origine, parce que ils vendent, ils achètent, ils changent. Bon, comme dans son cas, il n'a pas changé, mais s'il n'est pas affranchi, comment faire non continuer, il vient des héritiers qui portent non. Bon, je dois te dire que d'après le code noir de Colbert, datant de 1680, et il fallait affranchir l'esclave si on devait l'épouser. Et il y a des thèses qui disent, qui soutiennent que la pailletterie avait épousé C7, donc C7 a été affranchi.
Mais maintenant, c'est parce que c'est ça qui a donné le nom Dumas à Thomas Alexandre. C'est Thomas Alexandre lui-même qui a décidé de prendre le nom de sa mère, en brouillant avec son père. Il aurait pu être de la pailletterie. Et tous les écrivains dont on parle aujourd'hui, les Dumas, ce serait de la pailletterie. Si lui, il n'avait pas ce sentiment-là pour prendre le nom de sa mère. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? J'ai une dernière question. Et d'après ce que je vois, les questions qui ont été posées après la conférence, j'aimerais poser, moi je suis complice parce que j'ai écrit le prétexte de l'ouvrage, mais j'aimerais savoir, est-ce que M. Ouai serait prêt à endosser ce que je comprends moi après la conférence, est-ce qu'il est prêt à endosser le cas de la théorie de la preuve de Dumas? Ça veut dire que de l'existence même du personnage qui se veut qui veut avoir, qui a l'élan d'être haïtien. Bon, c'est sûr que j'ai parlé de Dumas comme étant haïtien de cœur, haïtien dans l'âme. Et le fait même d'avoir choisi le nom d'une esclave dans une France où il pouvait se comporter en fils de marquis. D'ailleurs, son père, je ne sais pas si Jean-Guy pourrait leur expliquer, et le type qu'était la pailletterie. Et c'est un honneur pour la littérature française et d'avoir eu des Dumas et non de la pailletterie. Est-ce que tu peux le dire? Ben oui, parce qu'on a beaucoup parlé avec Mérès, donc de la famille de Dumas. Et le père, le marquis de la pailletterie, était quelqu'un de très très peu recommandable. Il a commencé sa vie en essayant de voler son propre père à lui, donc le grand-père d'Alexandre Dumas. C'était pour un fils, c'était pas quelque chose de très glorieux. Et s'il est allé à Saint-Domingue, en Haïti, c'est parce que, en fin de compte, il avait perdu toute fortune, toute réputation en France. Donc c'était vraiment un paria. Il va en Haïti, il va à Saint-Domingue, pardon, et il va vivre chez son frère qui était déjà installé à Saint-Domingue. En République dominicaine, à Monte Cristo. À la frontière de l'actuelle République dominicaine. Et il reste là pendant une dizaine d'années sans rien faire, à vivre au crochet de son frère. Et quand il s'en va, il se fâche avec son frère finalement. Il s'enfuit en volant 3 esclaves de son frère pour aller à l'autre bout de l'île. Un de ces 3 esclaves était une de ses maîtresses, qui n'était pas Suzette, c'était une autre maîtresse, qui l'a revendue. Mais elle était trop vieille, et puis c'est pour ça qu'il l'a revendue. Il l'a répudiée pour... Donc c'était quelqu'un de très très peu recommandable et qui toute sa vie a passé son temps à voler les uns et les autres. Et finalement, il ne s'est sûrement pas marié avec Césette, ce n'était pas son genre de se marier avec personne. Et il rentre, il va faire pas fortune, il va à Jérémie. C'était le début du boom du café. Donc, on abandonnait un peu la canne à sucre et on allait dans le café. Il n'a pas réussi à faire fortune dans le café. Rentre en France quand il apprend que son père est mort pour hériter de son père. En fin de compte, il n'a rien fait de toute sa vie. Et là, il se marie. Il a changé de nom aussi. Et il se marie avec la femme. Pour s'appeler Antoine Delille.